La reine préserve son bonheur familial en restant sourde aux menaces qui grondent et grandissent au dehors. Le peuple réclame du pain. Des membres de l'aristocratie complotent contre l'Autrichienne et son mari indécis. Louis XVI est un roi faible. La monarchie, fragilisée, est en train de s'effondrer. Beaucoup de gens, y compris certains membres de la famille royale, espèrent que Louis XVI et Marie-Antoinette seront destitués et qu'un roi plus fort sera mis en place. C'est alors qu'éclate une affaire qui place la reine sous le feu des projecteurs. Une escroquerie rocambolesque, ce sera l'affaire du collier de la reine, bien que le collier ne lui ait jamais appartenu. C'est le scandale le plus retentissant du règne. Marie-Antoinette n'a rien à se reprocher, mais paie son attitude passée. Les pamphlets se déchaînent, il y a des caricatures extrêmement violentes et on va attaquer non seulement les dépenses de la reine, mais on va aussi attaquer sa vie privée. On va l'accuser d'avoir des relations avec des hommes, avec des femmes, en fait d'être une véritable messaline. Il va y avoir des choses extrêmement violentes d'un point de vue du dessin. Il va y avoir des images carrément pornographiques qui sont diffusées sous le manteau. Il faut bien comprendre que la presse, elle n'est qu'un relais et que ces accusations, elles partent de beaucoup plus haut. Elles partent de la cour et de la famille royale même. C'est Madame Adélaïde, l'une des filles de Louis XV, qui lui trouve ce surnom d'Autrichienne qui ne va pas la quitter jusqu'à l'échafaud. C'est le comte de Provence, son beau-frère, qui émet ouvertement des doutes sur la paternité de Louis XVI. Vous avez vu son train de vie ? C'est scandaleux. Et cette cour qui, chaque jour, s'ingénie à calomnier, à discréditer la reine, eh bien, elle n'imagine pas finalement les conséquences politiques de ce discrédit qui va contribuer à l'anéantir elle-même. En juillet 1786, alors que sa popularité est au plus bas, Marie-Antoinette donne naissance à son dernier enfant, Sophie Béatrice. La petite fille meurt 11 mois plus tard. Les épreuves s'accumulent de plus en plus pour cette mère aimante et à présent, c'est la santé du dauphin qui s'aggrave. Il est atteint d'une tuberculose osseuse qui le fait atrocement souffrir. Un an avant le début de la Révolution, Marie-Antoinette s'installe comme chaque été avec sa famille au Petit Trianon. C'est un séjour morne, sans festivité, et les réalités politiques la rattrapent. Le Petit Trianon, comme le hameau, isole un peu plus Marie-Antoinette de la réalité. Ce qu'elle voit par la fenêtre n'est même pas la réalité, mais est le théâtre de la réalité. Et réfugiée au cœur de son domaine, eh bien, il est vrai qu'elle ne voit pas la révolution idéologique du temps, elle ne voit pas les nouvelles idées portées par les hommes des Lumières, et elle n'entend pas le grondement de la capitale qui se rapproche de Versailles. Lorsque les comptes du Trésor sont publiés pour la première fois au milieu des années 1780, les Français sont choqués de découvrir l'énorme déficit qui grève le budget de la couronne. Alors qu'elle mène une vie bucolique loin des splendeurs de la cour, Marie-Antoinette devient le bouc émissaire d'une opinion publique qui la considère responsable des aléas financiers de la monarchie. Dans la presse, on la surnomme Madame Déficit. Marie-Antoinette commence à réduire le train de vie de sa maison. Les jeux de hasard sont bannis des salons. Elle réduit le train des écuries. Mais ces efforts vont finalement passer inaperçus dans le tumulte général. Et en fait, il est trop tard. Et trop tard, ça va être le mot qui va l'accompagner désormais à chacun de ses efforts. L'indécision du roi aggrave la crise financière. Ses conseillers l'entraînent dans des directions opposées. Le gouvernement plonge dans l'immobilisme. Un vide se forme au sein de la monarchie. Un vide qui va ramener inévitablement Marie-Antoinette au château. La reine a dérogé. C'était ça, la vision que les Français avaient de Marie-Antoinette, c'est qu'elle dérogeait. C'est la reine qui va porter en fait toutes les accusations. Elle est devenue la reine martyre et c'est pour ça que le mythe est né. Parce qu'elle a porté tout sur son dos, beaucoup plus que Louis XVI. Face à l'ampleur de la crise, la reine décide d'agir et pour la première fois, elle se mêle de politique.
Elle pousse Louis XVI à rappeler Jacques Necker, l'ancien ministre des Finances, qu'il avait limogé quelques années plus tôt. Une lettre adressée à l'ambassadeur d'Autriche la trouve résignée mais déterminée. Je viens d'écrire 3 lignes à Monsieur Necker pour le faire venir demain ici. Il n'y a plus à hésiter. Si demain il peut se mettre à la besogne, c'est le mieux. Elle est bien urgente. Je tremble. Passez-moi cette faiblesse de ce que c'est moi qui le fais revenir. Mon sort est de porter malheur. Et si des machinations infernales le font encore manquer, ou qu'il fasse reculer l'autorité du roi, on m'en détestera davantage. Necker ne fera pas de miracle. En mai 1789, Louis XVI convoque les États généraux, espérant que les 3 ordres de la société se prononceront pour l'égalité de tous devant l'impôt. Mais la révolution est déjà dans tous les esprits. Un mois après l'ouverture des États généraux, un nouveau drame personnel se conjugue à la crise politique. Dans la nuit du 3 juin 1789, le dauphin Louis-Joseph, âgé de 7 ans, meurt. Marie-Antoinette est dévastée. Louis XVI est incapable pour un temps d'assumer son rôle, mais les députés n'ont aucune empathie pour la douleur du roi. Si une seule fois, le roi a pu renier sa parole et rendre visite à l'improviste à la reine dans son domaine, il a peut-être choisi ce moment, le moment où se dessinaient les contours de leur tragique destin. C'est le dernier jour de Marie-Antoinette à Versailles. Elle ne reverra jamais son refuge secret. 19 ans après son arrivée, elle fait à nouveau face au palais. Elle ne l'a jamais conquis et n'a jamais pu s'en échapper. De sa famille, seule Madame Royale a survécu à la Révolution. Richard Mink fut guillotiné, Axel de Fersen fut battu à mort par une foule déchaînée en Suède. Et le hameau fut sauvé par le jardinier de la reine, Antoine Richard, loyal jusqu'au bout. Quant à la maison de la reine, elle a attendu durant plus de 2 siècles cette rénovation qui lui a enfin rendu sa splendeur d'origine.
Ce moment de grâce dans l'histoire de Marie-Antoinette et Versailles, deux destins, comme une histoire sans fin, à jamais liés.